C'est un très grand plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui Louenas Hassani. Il vient de publier son premier roman sous le titre La coureuse des vents. C'est un roman qui est à la fois prose et poésie. L'écriture, elle est lumineuse. Il pose un questionnement sur le vrai sens de la vie. Devant les tragédies qui se déroulent sous nos yeux, devant la question que nous nous posons tous et toutes, à savoir comment en sommes-nous rendus là, devant notre sentiment d'impuissance, il nous rappelle que le désir de vivre ensemble dans la paix est un désir universel. Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir Louenas Hassani. Son roman La coureuse des vents m'a touchée profondément. Merci, Louenas, d'être là. Ça a été une lecture, j'ai dit dans l'intro, lumineuse. La lecture, l'écriture est lumineuse. Pour moi, ça a été une lecture lumineuse. J'en suis reconnaissante. Merci beaucoup. On va parler un peu de votre parcours. Comment on arrive à écrire un livre, un roman comme celui-ci? Vous êtes né en Algérie? Je suis né en Algérie. Dans la ville de Aoukas? Dans la ville d'Aoukas, qui signifie exactement requin, au bord de la Méditerranée. D'ailleurs, je vous ai envoyé quelques images. On a des photos d'Aoukas, on peut les regarder tout de suite, justement. Les photos d'Aoukas, ce sont les photos, je pense, numéro 4 et 6, si on peut les voir. C'est tellement beau. Ah oui. Alors voici, alors la photo, le pays pétri d'azur à l'origine du voyage. Oh, regarde ça, que c'est beau. Ah, c'est beau. Ça, c'est chez vous. Oui, j'ai pensé important de mettre quelques images parce que je pense qu'il y a un départ à ce voyage. Et ce voyage est originaire du pays pétri d'azur, à savoir, c'est un espace qui est ouvert sur l'horizon. C'est un espace, une Méditerranée, j'allais dire définitivement, offre un espace qui est ouvert sur l'autre. Même si nous avons une relation assez complexe avec la mer, avec la Méditerranée. Mais donc, moi, j'ai tenté aussi, par ce prétexte, à savoir la trame romanesque, de me réconcilier, de nous réconcilier à la mer, et puis d'aller épuiser quelque chose de plus universel, à même de nous ouvrir davantage sur l'universalité. Parce que je pense que nous sommes d'abord des hommes et des femmes. Mon roman commence par une phrase très connue du poète immense, Aimé Césaire, ma race, la race humaine, ma religion, la fraternité. Oui. Et donc, mon roman se construit autour de cette thématique de la pluralité qui fond, dans une certaine mesure, la singularité de l'homme, mais aussi sa fécondité, sa richesse. Donc, c'est un voyage que vous proposez, hein? Un voyage dans le passé, dans les racines de votre personnage principal, qui est en quelque sorte nos racines à nous aussi. Hein? On se retrouve tous et toutes dans puis c'est une femme en plus. Donc, le voyage a commencé à Aoukas. Et vous êtes, mais vous, personnellement, vous êtes parti d'Algérie, vous êtes allé en France. Pour continuer mes études en France. Et ensuite, vous êtes venu au Canada ici en 2006. Exactement. Et là, vous enseignez dans les écoles franco-ontariennes. Oui, exactement. Je pense qu'il est nécessaire de parler dans la trame romanesque de voyage. Parce que, comme vous dites, c'est un sujet qui concerne l'homme et la femme, par voie de conséquence. L'espace, c'est un prétexte narratif. J'aurais pu choisir à la place du Sahara central, de l'Éthiopie, de la France, un autre espace. C'est une histoire qui transcende l'espace, qui fracasse l'espace. L'espace, en vérité, l'espace-temps, c'est un espace subjectif, c'est celui que nous vivons. Les frontières, c'est celles qui sont en nous, autrement il n'y a pas de frontières. Aussi, je pense que mon roman, La coureuse des vents, s'adresse aussi bien
à des Africains, des Canadiens, qu'à des Européens. Je veux dire, il parle de l'idée selon laquelle il n'y a pas de vérité absolue. La vérité, c'est celle que nous construisons tous les jours. Oui. Elle évolue en permanence. Oui, ça, c'est un thème qui revient tout au long du roman. J'aimerais parler du titre, La coureuse des vents. Ah oui, c'est... Ici, on parle du coureur des bois. Ici, on parle de la coureuse des vents. Et comme vous avez dit, l'histoire que vous nous racontez, je l'ai entendue, j'ai entendu pas la même histoire, mais les mêmes thèmes abordés avec le même sens de la part des Autochtones, des Premières Nations ici, de la part des Autochtones, des Indigènes d'Amérique du Sud, de la part des Indigènes aussi d'Australie. C'est le même discours. Même les Celtes disaient la même chose en quelque part. Exactement, vous avez touché un point central. Les coureurs, effectivement, les coureurs du bois qui ont fait l'histoire de l'Amérique du Nord. Et je pense que le mot lui-même, coureuse, s'est imprimé, entre autres, par rapport au changement. Le coureur, celui qui arpente l'espace pour changer les choses. Et donc, la coureuse des vents à 10, elle peut être le coureur du bois, elle peut être, je veux dire, l'espace, c'est vraiment quelque chose de très subjectif. Oui. Et aussi, donc, j'ai envie de dire une phrase très connue à un philosophe grec qui dit on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Mais vous c'est essentiel, c'est très important. On ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière ou dans le même fleuve. Le changement. L'identité est quelque chose de mouvant, quelque chose qui change tous les jours. Et donc, en effet, tout le monde peut se reconnaître dans le livre. Donc, je l'espère en tout cas. Oui, oui. Donc, vous avez dit des mots qui reviennent souvent dans le livre, des mots, des idées, vous avez dit concepts. Des concepts, identité. Vous avez dit courir. Vous avez dit frontière. Ce sont des mots. Si on prenait... mais premièrement, pourquoi vous avez choisi une femme comme personnage principal? Vous êtes un homme. Oui. Ça se passe en Algérie. Ça se passe dans le monde arabe, dans un pays musulman. Disons en Afrique du Nord, en Afrique essentiellement. Du Nord. Oui, c'est ça, en Afrique du Nord. Et c'est pas arabe en Afrique du Nord. Hein. Je veux dire, c'est aussi bien arabophone que berbérophone. Sauf que c'est ça, il nous appartient parfois de faire très attention au concept. Oui. Le monde arabe est un mot très idéologisé, très idéologique. Exactement. Et, dans la tête des gens, que vous ayez choisi une femme, c'est important. Oui. J'ai choisi une femme parce que j'ai voulu redonner la parole au silence, la parole à l'indifférence, la parole à la soumission. Parce que ce qui arrive à la femme dans bien des pays, j'allais dire aussi bien chez nous qu'en Occident, entre parenthèses, je fais très attention au concept, même si les degrés sont j'allais dire, parfois diamétralement opposés. J'ai voulu donner la parole à une femme. Il y a tellement de femmes, héroïnes, qui constituent aujourd'hui des mythes fondationnels dans nos cultures, aussi bien orales ou écrites. Si je prends l'exemple de Tininan. Qui est Tininan? Tininan est une femme qui est l'ancêtre, on dit, premier des Touaregs, qui est originaire du sud-est du Maroc, d'une région qui s'appelle Tafilalet. Cela dit, mon choix pour Tinhinan et puis pour Addis, qui va un petit peu arpenter le même espace, qui va un petit peu aller suivre les mêmes traces, est un choix délibéré pour dire que parfois, pour constituer une patrie, un pays, le meilleur du soi, il est constitué dans l'autre
Tinhinan est une femme qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, l'une des explications du mot Tinhinan en tamashek, en langue touareg, celle qui vient de loin. Ouais. Celle qui vient de loin. Elle vient de loin. C'est une autre avec un A majuscule. Elle arpente beaucoup d'espace et il fonde une civilisation. Elle vient de loin, elle s'établit où est aujourd'hui le Exactement. sud du Maroc. On va dire grosso modo, Grosso le Sahara modo, central. ou le Sahara central, elle s'y établit, elle fonde Elle fonde une civilisation. une civilisation Une qui est civilisation. aujourd'hui les Touaregs. La civilisation touareg qui était essentiellement nomade et qui subit aujourd'hui toutes les affres, aussi bien de la modernité que du capitalisme sauvage, qui n'accure en fait de la préoccupation élémentaire des hommes et des femmes touaregs. Les Touaregs sont aujourd'hui encerclés entre 5 États-nations, l'Algérie, la Libye, le Mali, la Mauritanie et puis le Niger. Et dans leur définition même de l'espace, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Non. Et du coup, du jour au lendemain, avec la colonisation et puis les États-nations post-indépendants, avec les petits carrés ils qu'on se a sont fait à l'Afrique. retrouvés dans une situation de gens quasiment sans espace, parce qu'on leur a défini des frontières à ne pas outrepasser, on leur a défini des limites qu'il ne faut pas dépasser, et dans leur conception de l'espace, ils ont un système pastoral, c'est-à-dire ils se déplacent par rapport à leurs besoins, par rapport à la leurs disposition troupeaux, des prairies Oui. et puis au point d'eau pour le déplacement du cheptel, etc. Et donc, ils sont cernés de toutes les affres aujourd'hui. Et parmi les plus grands pièges qu'on leur tend aujourd'hui, c'est la ville qui les oblige à se sédentariser. Oui. Parce que la Donc ville... le Touareg devient, dans le roman, les Touaregs deviennent un symbole ou une incarnation de l'être humain dans son essence. Mais oui... Voilà la pause. On revient dans quelques instants. Je regrette, on arrête dans le milieu d'une phrase. On revient pour on continue à parler des Touaregs et de toutes les minorités. Je trouve ça intéressant quand vous parlez. Les Touaregs sont l'exemple de toutes les minorités sur la planète. Mais exactement. On s'en va à la pause, on revient tout de suite. Je suis en compagnie de Louénas Hassani. Il vient de publier aux éditions L'Interligne, que je remercie beaucoup. Les éditions de L'Interligne, comme toutes les autres maisons d'édition franco-ontariennes, font des choses absolument extraordinaires. Premièrement, le titre. Qui a choisi le titre, La coureuse des vents? Disons que c'est moi. Oui. Mais à l'origine, c'était une nouvelle, une petite nouvelle à laquelle je n'avais pas pu donner suite dans la mesure où la suite de l'histoire, telle que je l'avais conçue, ne m'intéressait pas trop. Okay. Et donc, c'était spontanément que l'idée d'Addis s'est imprimée dans ma mémoire. Et puis, je pense qu'il est assez symbolique pour dire les hommes et les femmes libres que sont les Touaregs, et puis la coureuse pour dire aussi la femme qui arpente les identités, qui va d'une identité à une autre. J'insiste sur le mot identité parce que le personnage, Addis, le personnage, disons, central, je l'ai chargé d'un maximum d'identité. Oui. C'est une femme qui est un peu chrétienne, qui est un peu juive, qui est un peu musulmane, qui est un peu animiste, qui est un peu un produit des Lumières françaises et voltairiennes. Et puis une férue, une pétrie de l'histoire. C'est une enseignante d'histoire. C'est une enseignante d'histoire qui est née en Algérie? C'est une enseignante d'histoire qui est née dans le sud au Sahara algérien et qui, du jour au lendemain, pour des circonstances diverses, entre parenthèses, après une tragédie, se retrouve en Europe, adoptée par un missionnaire, un père blanc,
hein, les pères blancs, j'ai utilisé, je voulais faire appel un petit peu dans l'histoire à cette histoire qui a rattaché les pères blancs à l'Afrique du Nord. Ça s'appelait les Pères blancs d'Afrique. Exactement, parce que ce n'est sans doute pas pour les angéliser, mais pour dire que notre histoire, aussi bien l'histoire algérienne que l'histoire canadienne, que l'histoire française, que toute l'histoire d'un tas de pays, sans l'histoire des hommes et des femmes. Il y a des choses négatives et des choses positives dans chaque histoire. Oui. Il y a aujourd'hui l'Afrique du Nord, on ne peut pas le nier au nom d'une idéologie quelconque, est aussi bien chrétienne, musulmane que juive. Il doit s'enrichir, se nourrir de ses identités multiples. Je suis quelqu'un qui croit aux identités multiples. Comme dirait l'écrivain libanais Amin Malouf, Amin Malouf dans son essai célèbre Les identités meurtrières, hein, parce qu'aujourd'hui nous assistons à une montée terrifiante d'une définition des identités très populistes et très j'allais dire, archaïques, dans la mesure où ils ne prennent plus en considération la plupart du temps, l'homme dans sa diversité, dans sa complicité, dans sa multiplicité. Amin Malouf dit l'identité est comme une empreinte digitale. J'estime que la personne que je suis et que vous êtes aujourd'hui ne sont pas les personnes que nous étions hier. Entre hier et aujourd'hui, nous avons acquis un tas d'expériences, nous avons ouvert un tas de fenêtres sur d'autres pays parce que nous avons rencontré des gens, des cultures, etc. Donc c'est un petit peu, grosso modo, entre parenthèses, un hommage aussi à un concept très puissant du philosophe Lévinas, l'altérité. L'autre comme le meilleur chemin pour arriver dans sa quintessence, le meilleur en soi. La meilleure façon de trouver qui je suis, de ce que Addis, le personnage principal, l'héroïne du livre, ce qu'elle nous raconte, les expériences qu'elle nous fait vivre, ce qu'elle fait vivre à son entourage, c'est la meilleure façon de savoir qui je suis, c'est de rencontrer l'autre. Mais oui. Et il y a tellement des belles phrases à ce sujet-là. Je ne sais pas si je peux en trouver une, mais il y a, entre autres, là, je me mets à chercher, là, puis les gens à la maison savent qu'est-ce qui arrive. Quand je me mets à chercher, je ne trouve pas. Mais il y en a une que vous nous avez envoyée dans votre diaporama et qui est très simple. C'est... Tiens, par exemple, rien n'irrigue le jardin en nous comme la rencontre, comme de vivre avec l'autre. Ça, c'en est un autre. Et l'autre, c'est... Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que je veux dire? C'est quand on dit je, c'est un autre. Je est un autre. Je est un autre, au fait, est extrait d'un poème très connu d'Arthur Rimbaud. Oui. Et c'est un mot, enfin c'est un vers qui est assez explicatif du personnage complexe qu'était le poète Rimbaud. Je est un autre peut prêter à controverse, mais c'est une manière de dire aussi que le je, il peut aussi être un autre. L'autre est moi. L'autre est moi. L'autre est moi. Je préfère mieux l'autre est moi parce que l'autre est sans l'existence de l'autre. Pour reprendre un concept très puissant à Derrida, l'autre est quelque chose, est comme un pan pour arriver dans le meilleur en soi. L'autre nous sort de notre solitude avec le soi. L'autre nous complète, l'autre nous diversifie.
Et Oui. c'est de ça que Oui. je parle essentiellement. Oui, puis quand à la rencontre de l'autre, je me transforme, je deviens, à la fin de cette entrevue, je serai plus pareil, puis vous serez plus pareil. Mais oui. Parce qu'on va s'être rencontrés. Si on se Exactement, laisse, il faut une exactement. certaine vulnérabilité, il faut vouloir être ouvert, il faut vouloir se laisser emporter par l'autre. Exactement. L'une des questions qui m'ont été posées dans le Carrefour littéraire de Montréal, c'est est-ce que tu as été dans tous ces espaces auxquels tu rattaches la trame romanesque? J'ai répondu que bien entendu oui, mais aussi non. Oui, dans la mesure qu'il ne me fallait pas nécessairement voyager de pays en pays pour que je découvre, que j'explore toutes les facettes simples et complexes de ces espaces. Mais oui aussi, j'ai voyagé parce que j'ai des amis qui sont originaires de là. Des amis qui m'offraient des fenêtres pour découvrir leur monde. Donc, pour découvrir notre monde, justement, il faut découvrir géographiquement où les gens se situent. Oui, Il faut découvrir l'histoire, qui est venu avant, qu'est-ce qui nous a formés, qu'est-ce qui a dit que... Qui me dit que je suis ceci? je suis, Qui me dit? pour continuer dans l'idée, je suis un peu haïtien parce que j'ai des amis haïtiens. Oui. Je suis un peu africain parce que j'en suis originaire. Je suis canadien, je suis québécois, je suis franco-ontarien parce que c'est des identités qui coulent en moi. J'ai des amis qui font partie de ces cultures, j'ai lu des auteurs qui font partie de ces cultures, j'ai écouté du Jean Leloup, j'ai lu du Michel Tremblay, j'ai lu du Gaston Mirand, le grand poète québécois, qui dit, pour transiter sur la question de la minorité et de la majorité, que la majorité est parfois un rouleau compresseur. La majorité est un rouleau compresseur. La démocratie est un rouleau, La démocratie est un rouleau compresseur de la majorité. Oui. Et donc, le roman rappelle ces choses essentielles. Oui. Il dit aussi que la disparition d'une culture ou d'une communauté est un crime contre l'humanité. Mais effectivement... oui, c'est un grand poète. C'est un immense poète. Oui, c'est oui. un immense poète. C'est Et chaque livre lu, chaque film vu, chaque poème récité, écouté publiquement, chaque rencontre est une fenêtre sur l'autre. Et ces fenêtres nous multiplient, nous décuplent. On ne vit pas assez de temps pour faire le tour du monde. Mais on peut tricher, entre parenthèses, positivement, pour découvrir ce qui se passe dans le monde. En lisant des romans. Voilà. Parfois, on se retrouve dans une... Quand j'ai écrit le roman, je me suis découvert en Éthiopie, j'étais obligé de connaître toute l'histoire de l'Éthiopie. J'étais obligé de regarder des films. Je suis rentré dans des restaurants avares. Je suis rentré, j'ai dû revisiter certains mythes que je ne maîtrisais pas parfaitement afin que j'objective davantage ma trame romanesque et que je puisse rattacher aussi bien entre les époques qu'entre les peuples, même si le peuple est un concept assez ambigu, et entre les cultures. Oui. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que le roman est aussi un livre qui est adressé aussi bien en majorité qu'aux minorités, oui. et qui est adressé aussi aux Canadiens, parce que, essentiellement les Franco-Canadiens, parce que la question francophone aussi est au centre du roman. On va aller à la pause, on poursuit là-dessus. On vient tout de suite rester avec nous. Oui, la question... On parle du très, très beau roman de Louenas Hassani qui s'intitule « La coureuse des vents », publié aux éditions de l'Interligne. C'est un beau roman. Je te jure, l'écriture est lumineuse. C'est à la fois de la poésie, c'est à la fois de la prose. C'est un style particulier. Oui. J'aimerais bien insister justement sur cette question. Il y a un ami philosophe qui a écrit
un petit article sur mon roman en disant que mon écriture, j'étais conscient de cette question depuis très longtemps. Mon écriture est un mi-chemin entre la poésie et la narration. Et c'est une manière aussi de fracasser les lignes imaginaires entre Orient et Occident. J'estime que personne n'a l'apanage de la rationalité. J'estime que l'Orient et l'Occident sont des fractures d'abord imaginaires. Les civilisations s'interenrichissent, se complètent, se superposent, se juxtaposent. Et c'est une manière de dire aussi que, parce qu'on a toujours collé un petit peu l'émotion et la poésie à un espace plutôt oriental, et puis la philosophie, la rationalité, le raisonnement cartésien plutôt à l'Occident. Ce que j'estime être très tiré par les cheveux. Pourquoi ? Parce que j'estime que la poésie peut rejoindre la poésie. Non, c'est pas le mot que je veux dire. Ce style, je pense qu'il me convient parfaitement pour dire aussi la dualité culturelle qui est en moi, qui est en nous. J'assume entièrement mon orientalité, le sable, le Sahara et le désert, comme j'assume entièrement ma méditerranéité, entre parenthèses. Oui. Je suis aussi bien voltairien qu'averroïsien. Je suis de cette culture. Je m'approprie tous ces espaces. J'estime que la démocratie, comme la laïcité, comme l'égalité, n'est l'apanage d'aucun espace. C'est de l'homme et de la femme. Averroès parlait déjà au XIIe siècle de l'égalité. Averroès, le grand penseur andalou, parlait de la nécessité de faire s'épanouir la femme pour qu'il vive son espace, pour qu'il joue son rôle de moitié à part entière dans l'espace musulman. Et je pense que parce que nous sommes allés outre tout ça, nous vivons justement un conditionnement, des conditionnalités terribles et terrifiantes, aussi bien par voie de conséquence pour la femme que par voie de conséquence pour l'homme. Est-ce que c'est parce qu'on a oublié tout ce côté de la femme qui est rattaché à la nature, qu'on a en soi, qu'on est rendu où on est rendu? La vérité, qu'est-ce que c'est la vérité qu'on cherche? Moi, je pense que j'ai envie de me référer à un livre qui m'a beaucoup influencé, qui est Nathan le Sage de Lessing, où il raconte l'histoire des trois anneaux, détenteurs de la vérité. Le papa a reçu un anneau qui a le pouvoir de la vérité, et puis on se le transmettait de génération en génération jusqu'au jour où il aboutit aux mains d'un papa qui avait trois garçons qu'il aimait tous autant. Au lit de sa mort, il se posait la question à qui offrir l'anneau. Alors la solution qui lui était venue était de se faire fabriquer chez un orfèvre très connu alors, 2 anneaux identiques. Donc il leur a offert chacun un anneau en leur disant le vôtre est celui qui détient la vérité. Mais après sa mort, le problème ressurgit. Chacun des 3 fils voulait s'approprier la vérité en disant que mon anneau est le vrai. Alors il fallait aller en justice et voir avec un sage qu'est-ce qu'il en adviendra de tout ça. Le sage a dit « Votre papa a pris une sage décision. Pourquoi ? Parce que votre papa vous aime autant. Et il voulait vous dire simplement que faites votre mieux et la vérité sera de votre côté. » C'est aussi une parabole aux 3 religions monothéistes. Vous savez, je ne me rappelle pas quel philosophe a dit pour l'homme, la religion du voisin est toujours un ramassis de conneries. Oui. Et donc, à partir de là, c'est une question à laquelle il faut poser le postulat suivant. Si ma vérité est la bonne, donc celle du voisin est fausse. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette problématique? Il y a le compromis.
pour le vivre ensemble. Que chacun vive ses vérités dans son espace intérieur, intériorité. Oui. Et se dire que l'espace public nous appartient tous. L'espace public appartient aux hommes et aux femmes, aussi soit leurs différences. Mais se dire que ma vérité doit primer sur l'autre, avec le retour, par exemple, puissant des idéologies mortifères, notamment l'islam politique, le retour des extrêmes droites en Occident, qui disent « nous sommes d'abord chrétiens, et puis nous sommes d'abord des musulmans ». Non. Pour répondre à votre question, qu'est-ce que la vérité? Je pense que la vérité est d'abord sa recherche. Une vérité qu'on atteint n'est pas la vérité, c'est la certitude. C'est sûr. Et la certitude, ça veut dire qu'elle se constitue en opposition à quelque chose d'autre. Oui. Et donc, vivement, bientôt, les altercations. Je ne crois pas non plus au choc des civilisations, à la théorie des chocs des civilisations. Je crois plutôt au choc des vérités. Ma vérité et ta vérité peuvent s'entrechoquer, mais ma culture et la tienne, ma civilisation et la tienne ne peuvent que s'interenrichir. Je crois aussi que je crois à l'interculturalité, c'est-à-dire c'est pas dans le sens où chacun est acculé dans son espace solitaire, mais dans le sens où chacun va interagir avec l'autre, donner le meilleur de soi. Et puis, je donne un exemple très concret. Le couscous est un plat berbère qui est devenu un plat universel. Oui. La pizza est devenue un plat universel. Il y a plein de plats universels que toute l'humanité s'approprie aujourd'hui. Tant mieux. Mais il y a des vérités que... Les vérités, on ne peut pas se les approprier parce que nous sommes le fruit d'une culture, d'une éducation, d'une civilisation. Nous sommes le fruit de nos papas et mamans, etc., etc. Et donc... il faut y aller dans le sens, c'est pas pour être moraliste, la vérité, comme je le dis dans le roman, est sa recherche. Et l'évolution permanente, je veux dire, la remise en cause permanente. Mon roman se termine par une question, par une incitation au débat. J'invite tout le monde au débat. Je ne prétends détenir aucune vérité. Non, ce sont des questions. C'est des questions, mais des prises de conscience aussi. Exactement. Mais les prises de conscience sont bien souvent en relation avec la nature. Oui. Quand on parle de vérité présentement, on parle de ce qu'on a fabriqué comme en pensant que c'était vrai. Et on dit, je suis certaine que je détiens la vérité absolue. Je détiens la vérité. Le christianisme, c'est la vérité. L'islam, c'est la vérité. Le judaïsme, c'est la vérité. Puis quand on pousse ça assez loin, ça devient un système politique. Parce Exactement. que ça prend la forme d'une société qui veut contrôler. Puis là, on le voit en Palestine et puis en Israël. On l'a vu, on le voit, comme vous dites, dans plusieurs sociétés occidentales de droite, on voit, c'est affreux, là. Oui, on voit l'islam. L'islam qui a perdu qui est en train de perdre son âme à devenir un système politique. Exactement. Moi, Donc ça, c'est les vérités qu'on se dit. Exactement. Mais entre ça et le vrai, le vrai, la nature. Le vrai. Le vrai. Qu'est-ce que c'est le vrai? Il faut aller à la pause. Il y a une très belle image dans le livre. Il y a tellement de belles images dans le livre. Avant d'aller à la pause, je vais vous lire celle-ci. Alors, c'est Hadis, l'héroïne du livre, qui parle. Son nom, c'est Hadis, qui veut dire femme libre. Non, ça veut dire... Hadis, en fait, c'est un prénom qui est éthiopien. Oui. En fait, c'est pas parce qu'Hadis s'appelle aussi parfois dans le roman, il s'appelle aussi Évangeline, son nom d'adoption, et puis Tinhinen, comme on appelle toutes les femmes Touareg. Ce sont des Tinhinen, c'est une image que j'ai utilisée. Oui, je sais. Oui. Les femmes qui s'approprient l'espace, les femmes qui sont qui sont multiples. Oui. À l'intérieur d'elles. Elles sont multiples. J'ai envie de revenir plus tard à la question de la nature et de la culture. Oui, on parle de la nature au retour de la pause parce que c'est très beau. Puis je vous lis cet extrait-là au retour.
Je suis en compagnie de Louénas Hassani. On parle de son roman La coureuse des vents. Je vais vous lire cet extrait. Le cyprès est à l'origine de tout. Alors aujourd'hui, je sais que le jour, c'est Addis, hein, Évangeline qui parle. C'est Addis Évangeline Tinhinan. Tinhinan. Aujourd'hui, je sais que le jour de l'hécatombe, un cyprès m'a tenu la main, m'a offert le gîte dans son tronc, a probablement ondulé de ses cheveux et de ses branches pour jouer une musique du vent, tamiser le simoun et étouffer mes sanglots en attendant la caravane de l'espérance. L'arbre, c'est, en quelque part, il y a une partie. Moi, je lis ça comme ça. Pour moi, c'est de la poésie. Je lis ça comme, il y a une partie de l'humanité. Le parti, je dirais, le principe féminin, appelons-le comme on veut, à l'intérieur de soi, qui s'est caché dans un arbre Oui. pour être protégé. Et le cyprès l'a protégé. Ici, on pourrait dire l'érable. Et le En cyprès... Europe, on pourrait dire le chêne. Ah, protégé. Exactement. Donc, et le cyprès... Le cyprès, j'ai pensé justement à cette image du ventre chaud de la maman. Le cyprès est maternel. Le cyprès, dans bien des cultures, au Sahara central, en Afrique du Nord, on lui voue quasiment un culte sacré, mais animiste. On y verse de l'eau, du lait de chamel, etc., pour lui dire merci. Merci. Parce que le cyprès, comme je le dis quelque part, se souvient des savanes immémoriales, des antilopes qui folâtrent. Il se souvient d'une civilisation qui a inventé quasiment l'écriture. C'est l'une des civilisations premières qui ont inventé l'écriture, le tifinagh notamment, et dans des peintures rupestres témoignent jusqu'à aujourd'hui dans le Tassili Nadjer. C'est l'un des plus grands parcs naturels au monde. Le cyprès symbolise aussi l'espérance. Il y a un jeu de mots pour dire ce rapport que nous avons perdu à la nature, à la mère nature. Les Touaregs, au-delà de leur islamisation, de leur christianisation, de leur ceci, cela, sont d'abord animistes. Ils sont quelque part panthéistes, spinozistes. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ne sont pas bardés de certitudes. Ce sont des gens qui avancent dans le désert, qui se lient, qui se confessent aux étoiles, qui lient dans le sable, qui lient dans l'horizon pour avancer, pour marcher, pour dompter les souffles. Les souffles, c'est les génies du désert dans la culture touareg. C'est le mal qui vient d'ailleurs. C'est le mal, c'est les mots qui leur parviennent aussi bien de l'État-nation, de la modernité, qui leur impose la sédentarisation, de l'exploitation on a fait la même chose ici. incroyable. Oui, on a fait la même chose. Ici. Exactement. Là, on parle des Touaregs, mais j'aimerais qu'à la maison, on comprenne bien que les Touaregs ont vécu quelque chose, ils vivent encore une situation, une réalité qu'on peut très bien, qui se miroite, qui est le reflet ou qui est la même réalité que ce qu'on a imposé ici aux Autochtones. Exactement. Et qu'on fait aux aborigènes d'Australie. On a exterminé, on parle de quelque chose comme de 100 à 150 millions à la conquête de l'Amérique. Oui. Ah oui, c'est-à-dire pendant plusieurs siècles. C'était génocidaire, terrible, terrifiant. Et au nom de quoi ? Au nom de la vérité. Je détiens la vérité et je t'exclus. C'est pas au nom de la vérité, mais au nom de ce qu'on pense être la vérité. Exactement. De ce que je dis être la vérité. Et le vrai, il est beaucoup plus, il est dans la relation avec la nature. Exactement. Et dans cette vérité, il y a la démocratie, premièrement, on l'a mentionné. Oui. Le fait de penser que quand la majorité décide, il faut que tout le monde suive. Exactement. Il y a l'oppression des minorités dans Pourtant, on glorifie la démocratie. Tout phénomène violent puise dans une construction rationnelle.
La colonisation est d'abord un discours qui a été nourri par la littérature, par des études, etc. Pour aboutir à l'idée suivante, je t'exclus du bénéfice de la vérité pour que j'aie le droit de t'exproprier. C'est ça. Un concept cher au poète martiniquais Aimé Césaire, la chosification, te réduire à l'objet. La question que j'aborde par rapport aux minorités concerne toutes les minorités du monde. Parce que ce qui se passe avec les minorités n'ont pas toujours été des minorités. Les Berbères, par exemple, en Afrique du Nord, étaient majoritaires. Les autochtones de l'Amérique du Nord, évidemment, étaient majoritaires. Et par la force des choses, ils sont devenus minoritaires et ils demandent, ils revendiquent un minimum de droits et on leur fait signer des chartes, des accords, etc., mais que nous ne respectons presque jamais. Oui, un peu comme c'est le cas pour les Touaregs aussi. On leur impose des limites. Exactement. Dans la philosophie amérindienne, il n'y a personne qui est propriétaire de la terre. Exactement, exactement. Ils sont des protecteurs de la exactement. terre. Et il y a les peuples nomades. Vous dites, par exemple, que le vrai, c'est aussi la liberté. La liberté, c'est la marche. C'est d'être capable de marcher, de bouger, de savoir. Puis quand on marche, on voit bien que les choses changent autour de soi. On ne peut pas marcher et penser qu'on va rester à la même place. La marche, ça veut dire s'approprier le paysage, s'approprier la nouvelle culture qui arrive, être le convive de l'autre, entrer chez l'autre. Et pour revenir à la question des minorités et des majorités, et à la question de la nature et de la culture, c'est une question très complexe. J'ai utilisé le cas des Touaregs en parlant d'une certaine égalité naturelle, même si je suis conscient que l'égalité naturelle n'est pas si évidente que ça. Parfois, la culture a changé les choses dans le sens du meilleur. Je parle dans le roman de certaines oppositions comme la femme Touareg, la femme du dedans, et l'homme, l'être du dehors. À voir, selon par exemple les concepts déridiens, le dehors, le dedans, l'intériorité, l'extériorité, le mâle, la femelle, l'homme, la femme, etc., on dirait qu'il y a une injustice d'emblée. Mais la femme Touareg, il récompense certaines injustices par une certaine autonomie financière. Le contrôle de la tante. La tante lui appartient. La tante lui appartient. Oui, alors que l'homme est condamné au déplacement. Il doit se déplacer tout le temps. Mais on dit que ça donne l'impression d'être une injustice, mais c'est quand on regarde avec les yeux de la supposée vérité que tout le monde est pareil. Oui. Mais être féministe aujourd'hui, ça ne veut pas dire ça. Pour moi, ça ne veut pas dire être comme un homme, ça veut dire être une vraie femme dans toute la féminité. Être féministe, c'est s'assumer pleinement en tant que femme. C'est s'assumer pleinement en tant que mais c'est aussi bien s'assumer en tant que maman, en tant qu'amante, en tant que fille, en tant qu'étudiante, en tant que ministre, en tant que tout. Les enjeux culture, nature, généralement, sont des enjeux très complexes. Est-ce que la culture a donné davantage de droits à la femme? Oui. Oui, mais est-ce qu'à l'état naturel, la femme était une femme qui jouit d'une très grande égalité? On ne le sait pas, c'est très complexe. Cela dit, il y a quelque chose qui a pesé sur cette relation homme-femme. J'ai envie de reprendre un concept de Derrida qu'il appelle le phallologocentrisme. C'est-à-dire, on a réduit l'espace, la société, à une conception typiquement masculine. C'est ça. Pourtant, chaque société, chaque individu même. J'ai besoin de l'enfant en moi, de la femme en moi, de l'homme en moi. J'ai besoin de cette pluralité qui me singularise en tant qu'homme. C'est notre première pluralité. Exactement. Voilà la pause. Merci beaucoup.
y a tellement des belles images dans ce livre, je peux même pas commencer à vous les lire. J'aimerais vous en lire une autre avant qu'on parle de... C'est celle où il dit... je vais y arriver, hélas. C'est pas grave. Si on veut aller voir une entrevue avec Loenas, on peut aller sur YouTube. Notre émission, bien sûr, va y être. Oh, il y a celle-ci, mais il y a aussi l'entrevue avec les Rendez-vous littéraires de Montréal. Vite, s'écria-t-elle, le soleil se couche. Alors, embrasse-moi d'un baiser crépusculaire, et nous versâmes le nectar de nos âmes, et puis nous chavirâmes. Si vous le permettez, j'ai introduit l'allégorie de la caverne de Platon. Je le sais. Un petit peu à ce passage, Oui. pour dire que nous sommes d'abord et avant tout des Méditerranéens. Pour assumer notre méditerranéité de Canadiens, de Québécois, d'Algériens, de musulmans, de chrétiens, tout ce que vous voulez. L'allégorie de la caverne est un hymne au pont. C'est un hymne à la Méditerranée comme un espace, prétexte de la rencontre des hommes et des femmes. C'est un espace qui a abrégé les distances, qui a fracassé les distances. Les frontières sont d'abord des frontières mentales. Ce sont des frontières imaginaires. Je veux dire, un oiseau ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'une frontière. N'importe quel être, n'importe quel animal ne sait pas ce que c'est qu'une frontière. Les frontières sont rationalisées par des idéologies. Doit-on pour autant repenser le vivre ensemble, repenser l'État-nation, qui fait fi d'un tas de choses, qui fait fi de la différence, de la multiplicité, qui fait fi des intérêts les plus intimes des hommes et des femmes. Et donc, voilà, ça raconte un petit peu la rencontre d'un pêcheur assoiffé de la Méditerranée avec une femme, l'autre qui arrive de loin avec sa besace, avec sa culture, etc. Et qui va l'ensoleiller parce qu'il va lui apporter d'autres identités. Il va l'enrichir d'un tas d'identités. C'est vraiment un hymne à la rencontre aussi. Le livre, le roman est un hymne à la rencontre. C'est comme un manifeste, pas dans sa façon rigide, mais un manifeste pour la rencontre de l'autre. L'autre, vous l'écrivez toujours avec un A majuscule. Exactement. Pourquoi? Parce que l'autre est un concept aussi. Et l'autre est essentiel. Je veux dire, la philosophie de Lévinas est essentiellement centrée sur l'autre, sur l'altérité, sur l'autre comme le pont essentiel pour arriver à atteindre sa quintessence. Oui. Et donc, la trame romanesque, qu'il se passe en Occident, qu'il se passe en Afrique ou qu'il se passe dans n'importe quel espace, ce ne sont que des prétextes narratifs. L'espace-temps est mouvant. Il bouge tout le temps. Mais il nous rappelle à l'essentiel. Nous sommes un, unique dans notre pluralité. Ce qui importe d'abord, c'est ce qui fait de nous des êtres meilleurs, des êtres sociaux, des êtres créateurs. Créateurs de notre Créateurs, vie. parce que la poésie, la littérature, la communication transcendent l'espace. À un certain moment, quand je donne la parole au missionnaire, le papa adoptif d'Addis, je raconte comment le Père Blanc reconnaît la géographie et l'histoire dans la voix. La voix est porteuse, la voix assume les pays. Oui, bien sûr. L'émotion assume l'histoire. C'est tellement... Si on m'avait laissé le temps, si le roman n'était pas encore publié, pour revenir à l'identité changeante, il aurait changé. Il aurait changé. Il aurait évolué. Oui. Si je l'avais... Oui, il a commencé comme une nouvelle, puis... Ma rencontre avec toi aujourd'hui influencera certainement ma façon de voir dans le futur. Bien sûr.
Bien sûr, parce qu'on se transforme continuellement. Mais on a peur du changement, on a peur de l'autre. Est-ce qu'on devrait... Il faut avoir toujours ses rêves plus grands que ses peurs. Oui. Où est-ce que ça vient, cela? J'ai vu ça quelque part dans le Je roman. l'ai fait, mais, enfin, à un endroit dans le roman, mais aussi comme dédicace, parce que... Oui, parce que dans la dédicace. La peur édifie des géoles et des prisons intérieures en nous. Oui. Le mais oui. rêve nous ouvre, nous la propulse, peur, ce nous sont amplifie. Oui, la peur sont les barreaux de la prison. Exactement. Donc, quand on a peur, c'est le contraire de l'amour. C'est pas la haine, le contraire de l'amour. Exact. C'est la peur. Exact. C'est la peur qui nous fait faire plein de choses. Peur de quoi? Peur de perdre quelque chose. Exactement. Alors que tout change. C'est On perd tout à toutes les minutes. la montée des populismes, plus on remonte dans le temps, pour revenir à la question de la nature, de la culture. Dans ma culture berbère, on avait, moi je me souviens quand j'étais enfant, on avait toujours la plus belle chambre de la maison, c'est la chambre pour les convives, Oui. la chambre des invités. Et les invités avaient droit à des victuailles dont nous n'avions même pas le droit, parce que l'invité, c'est l'autre. L'autre qui nous enrichit de sa visite. Oui. Et qui peut être, à l'époque, quand on accueillait l'étranger, on ne se posait pas la question, était-il chrétien? Était-il musulman? Était-il juif? Était-il ceci? Était-il cela? C'était un homme ou une femme, point. Oui. Il était le bienvenu. Et il était incommode de lui poser des questions sur ses espaces intimes. Repose-toi. Oui. Repose-toi pour quelques jours et continue ta route. C'est aussi simple, c'est aussi naturel. Oui, oui. La dédicace... je ne sais pas si on a le temps de la lire au complet. Est-ce que je peux la lire? Allez-y. À ma grande... Ben tiens, pourquoi vous ne la lisez pas plutôt? Ce serait beaucoup plus mieux. Ah, c'est fini, c'est fini, c'est fini. J'entends la musique. Excuse, on ne peut pas le lire, hein? Je vais rien que lire les deux phrases, les deux lignes à la fin. À tous ceux et celles qui n'ont pas été guéris par les idéologies vendeuses d'amnésie de leur enfance, aux rares rêveurs et rêveuses qui croient que le bonheur est un droit universel, enfin, aux briseurs et aux briseuses de chaînes. Il y a ceux dont leurs rêves sont plus grands que leurs peurs. Où est-ce qu'il est, celui-là? Il y a à tous ceux et à toutes celles dont les rêves sont plus grands que les peurs. Et c'est tellement beau. Merci. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle, belle fin de journée. Je vous souhaite tout l'amour du monde. Merci. Merci à vous.